Un petit pavillon sur les hauteurs de Chambourcy, sur la porte d'entrée des traces de sang. C'est ici, vers 22h30 hier soir, que le corps de Christian Maréchal a été découvert à l'intérieur de la maison, poignardé à 17 reprises. Christian Maréchal était seul chez lui hier soir. Sa femme, policière elle aussi, mais au commissariat de Poissy, l'attendait à la sortie d'une réunion politique. Inquiète de son retard, elle alerte un voisin. C'est lui qui fait la découverte macabre. Ce matin, les enquêteurs ont relevé les empreintes sur les lieux. Ils ont aussi saisi l'ordinateur du couple. La police judiciaire de Versailles affirme ne privilégier aucune hypothèse pour l'instant. Christian Maréchal, 59 ans, était père de 3 enfants, grand-père de 2 petites filles. Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi. Bonjour Edith. Bonjour. Un extrait du journal télévisé qui ravive votre émotion où venons-nous découvrir l'annonce du décès de votre mari Christian. C'était il y a 9 ans, le soir du 21 mars 2007. Évidemment, c'est dur pour vous de revoir ces images. Oui, surtout que je les découvre, je les ai jamais vues. J'ai été pratiquement, au moment des faits, j'étais pratiquement témoin de tout ce qui arrivait. Je ne suis pas parvenue à me dire que c'était moi qui étais concernée. C'est-à-dire que vous avez observé tout ça de loin finalement, comme si vous n'étiez pas concerné vraiment. Comme si je n'étais pas du tout concernée. Pourquoi vous avez eu envie de parler de cette épreuve qui a meurtri votre famille il y a presque 10 ans? Pourquoi vous avez eu envie d'en parler maintenant? Pour faire avancer l'enquête, parce que, comme vous l'avez dit, ça piétine depuis 9 ans. Et je voudrais tant arriver à la vérité, quelle qu'elle soit. J'ai des enfants meurtris. Quoi de plus difficile que de voir ces enfants meurtris après un assassinat, après une épreuve pareille. Et je veux que ça aboutisse. Je veux la vérité pour eux, pour mes petits-enfants, pour lui, pour mes amis, ma famille, pour tout le monde, quoi. Je voudrais encore... Et là, je le supplie, si quelqu'un pouvait se manifester après l'émission, ce serait un grand plaisir, quoi. Vous êtes dans quel état d'esprit depuis toutes ces années? L'état d'esprit de... Je suis toujours à la quête de la recherche, je suis toujours à la quête d'informations, je suis toujours... Vous n'arrivez pas à avancer? Non, j'arrive pas à avancer. Vous n'arrivez pas à vous apaiser? Je survis. Pour les petits, pour tout le monde. Mais je voudrais avancer. Je ne dis pas qu'après ça ira mieux, c'est pas évident. Mais au moins on saura. Vous en êtes arrivé, j'imagine, à pratiquement mener votre propre enquête aujourd'hui? Oui, je mène mon enquête, tout ce qui me revient, tout ce qui me passe par la tête. J'en écris des pages et des pages et des pages. J'en discute avec des amis, collègues évidemment. On refait le film à chaque fois. Et à chaque fois, il y a un grain de sable qui fait que non, c'est pas possible. À chaque fois, vous cherchez de nouvelles hypothèses et ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route, voilà. Alors, on va revenir bien sûr sur cette affaire, sur ce qui est arrivé à votre mari. Mais auparavant, je vous présente Frédéric Farigou et Maître Gégeur qui vont nous accompagner tout au long de cet après-midi. Bonjour à tous les deux. Que vous inspire tout de suite l'histoire d'Edith? Moi, j'accompagne des victimes comme vous qui ont subi ce traumatisme. Et ce que je constate, c'est que finalement, elles se rapprochent beaucoup des gens qui enquêtent. Il y a une connexion vraiment très étroite avec les gens chargés de l'enquête, parce que finalement, à certains moments, ce sont presque les seules personnes à pouvoir soulager leur souffrance, en tous les cas à leur apporter un peu d'espoir. Et ce sont des personnes très importantes. Et c'est vrai que le fait d'avoir le contact avec ces gens, et déjà de ne pas être oublié, parce que le fait que ce soit non élucidé, et le temps qui passe, c'est d'autant plus compliqué à gérer. Maître Gégeur? Oui, et puis c'est aussi une manière de ne pas devenir fou, que d'être dans l'action, que d'être dans la recherche. C'est systématique de la part des familles des victimes de ce genre de faits que d'être extrêmement présent auprès des enquêteurs, voire même de diligenter leurs propres enquêtes, parce que tant qu'on aura cet énorme point d'interrogation, on ne sera pas en mesure de vivre. Non. Évidemment, votre mari est décédé, mais vous ne vivez plus depuis. Pas plus vous que vos enfants, parce qu'il y a cet énorme point d'interrogation et qui est lourd de conséquences. Parce que qui dit que c'était quelque chose qui était dirigé exclusivement contre l'époux
ou contre la famille. Comme on ne sait rien, c'est extrêmement angoissant. Alors pour pallier cette angoisse, pour essayer de la gommer ou en tout cas de ne plus y penser, eh bien il faut être dans l'action. Et vous vous rappelez que souvent, même après les crimes élucidés, souvent les familles de victimes retrouvent en quelque sorte une raison de vivre en aidant les autres aussi. Merci. Alors, Christian a été votre premier et unique amour. On va découvrir un aperçu de votre vie à tous les deux à travers ce roman photo monté par la rédaction. Amis, puis amoureux depuis leur adolescence, Edith n'a que 18 ans lorsqu'elle se marie avec Christian le 19 août 1971. Assez rapidement, le couple fonde une famille. 3 garçons, Arnaud, Cédric et Benoît, voient le jour en l'espace de 4 ans. Complices au quotidien, ils partagent la même passion, leur métier de policier. Mais dans la sphère privée, leurs enfants sont leur priorité. Entre vacances dans le sud de la France et séjours au ski, la famille Maréchal mène une vie paisible. La famille Maréchal, vous formiez un couple et une famille unie manifestement. Famille unie, papa très papa poule parce qu'il avait perdu son papa très jeune. Donc pour lui, ses enfants, c'était tout. Il avait toujours peur de ne pas réussir avec ses enfants, alors que c'était tout à fait le contraire. Une vie tout à fait banale, hein, une vie normale, une vie avec des hauts, des bas. Voilà, on s'apprêtait à partir à la retraite tous les deux. Voilà, alors, garçon, il y en a un à côté de vous. Cédric, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le cadet des 3 fils de Christian et Edith. J'imagine que c'est pas facile pour vous non plus de venir témoigner aujourd'hui, mais peut-être important quand même pour faire vivre la mémoire de votre père. Justement, vous en gardez quel souvenir de votre père? Un souvenir d'un père aimant et présent, qui a toujours tout fait pour apporter notre confort au quotidien, pour nous aider. Et en toute simplicité, les valeurs du travail, le respect des autres, et dans une vie de famille, d'amour. Et c'était, lorsqu'on avait besoin de quelque chose, lorsqu'on avait besoin de conseils de lui ou autre, on savait qu'on pouvait l'appeler, il était là. C'était quelqu'un d'autoritaire? D'autoritaire, non, c'était un père. Alors, il était chef de la police municipale de Chambourcy depuis 15 ans. Ça vous plaisait, cette idée? C'était une fierté pour vous? Oui, surtout lorsqu'on sait d'où il vient. Faut oublier qu'il est fils de mineur, hein, on vient du Nord. Il s'est fait tout seul, il s'est construit tout seul. Il a fait plein de petits jobs, des jobs pas forcément très intéressants, pas stimulants intellectuellement, ni rien. Et au fur et à mesure des ans, il s'est construit, il nous a construit, il a construit une famille et à travers son travail, parce qu'il ne rechignait pas devant le travail. Il est devenu donc chef de la police municipale, oui. Donc c'était pour lui important d'avoir atteint ce grade. Arrivé là, c'était très bien pour lui, quoi. Il avait quelle réputation au travail? C'était le même genre d'homme? Oh là là, alors il était exigeant, rigoureux, je dirais une main de fer dans un gant de velours. Parce que ce qu'il demandait, il l'exigeait, mais après il rendait au centuple ce qu'il avait obtenu. Une réaction peut-être sur ce tempérament, Frédéric? Je pense que on l'entend, hein, c'est quand même un homme d'une certaine trempe, un homme volontaire qui a des valeurs, qui est respecté et qui est une figure du tissu social. Donc c'est quelqu'un qui est visible, que les gens connaissent et qui peut-être à un moment a été exposé. Parce que c'est vrai, ce qu'on entend contraste avec la sauvagerie de son meurtre. Donc ça, je pense que le fait d'être exposé... C'est une fonction qui expose, chef de police. Certainement. Vous savez, à l'époque où on vit, je serais tenté de vous dire qu'il y a nombre de fonctions qui exposent. Et chef d'une police municipale, sur un plan local, c'est effectivement celui que l'on va considérer comme étant le responsable de toutes les décisions qui sont prises dans la ville et qui peuvent être contraignantes, ennuyeuses pour certains, etc. Donc quand on est effectivement, il n'est pas officier de police judiciaire, mais étant chef de la police municipale, je pense que c'était un poste qui l'exposait un peu, notamment à la critique, à la vindicte. Voilà, vous savez, c'est un petit peu comme dans les gouvernements, on connaît le chef, même si ce n'est pas lui qui agit, c'est vers lui qu'on se tourne pour avoir des récriminations. Alors, vous n'étiez pas chez vous le soir où votre mari a été agressé, vous faisiez quoi? Alors, à l'époque, je m'occupais d'une section
politique. Cette section politique, il y avait une réunion sur Saint-Germain-en-Laye, donc je suis allée à Saint-Germain-en-Laye. Donc ça, c'était en dehors de votre travail? En dehors de mon travail, oui, tout à fait. De toute façon, personne au travail ne savait que j'allais à cette réunion, personne ne savait mon occupation, Vos engagements. Mes engagements, voilà. Donc, je me suis décidée vraiment à la dernière minute pour y aller, parce que à 19h50, mon mari m'a dit « Bon, écoute, tu vas à la réunion ou pas ?» Je lui ai dit « Écoute, je suis crevée, on est crevés, j'ai pas trop envie. Mais je vais aller soutenir le maire, parce qu'à l'époque, il y avait 2 camps, et j'y suis allée. C'est quelque chose que vous avez dû regretter. Et je regrette souvent. et je culpabilise encore parfois. Mais bon, on me dit, écoute, peut-être que si tu avais été là, c'était les 2. Peut-être que, oui, je dis, mais avec des peut-être, voilà quoi, on ne peut pas savoir. On avait décidé qu'ils viennent me rechercher à 9h30 parce qu'on voulait rentrer tôt, aller coucher tôt, à 21h30. Et puis finalement, la réunion se faisant avec du retard, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, finalement, je ne pourrais pas sortir à 9h30, ça va faire trop tôt, c'est pas encore commencé. Il m'a dit, bon, bah ok. Et il me dit, tu m'appelles dès que tu sors. D'accord. Et là, il était chez vous? Comment? Pendant que vous étiez à la réunion, il était resté chez vous? Oui, oui. Donc je l'ai eu au téléphone, je lui ai renvoyé un message en lui disant dès que je sors, je t'appelle. Il m'a répondu OK. Et puis je suis sortie à 10h moins 10, j'ai commencé à l'appeler. Et puis bon, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, le temps passant, je me suis dit mais c'est pas possible, il me téléphone 10 000 fois par jour, et il est incapable de me répondre. Vous l'appeliez sur son portable? Oui. Donc évidemment, je n'ai fait qu'appeler. Je n'ai fait que râler parce qu'il ne me répondait pas. Puis au bout d'une demi-heure, je me suis dit, bon, je prends la route toute seule. Et je vais l'appeler régulièrement pour lui donner mon chemin. Donc je lui dis, écoute, je pars de tel endroit, je prends tel... À pied alors? Oui, tel chemin. Et à chaque fois, je vais t'aviser dans quelle rue je me trouve pour pas que tu cherches trop. Là, vous étiez inquiète? Non. Pas trop, je râlais parce que je me suis dit, il y a peut-être eu un pépin sur Chambourcy qui ne peut pas venir, venir me rechercher. Il n'avait pas l'habitude de ne pas répondre? Non, non. Alors là, non. Donc pas trop inquiète, mais je me suis dit, s'il y a un gros pépin, il ne peut peut-être pas me parler. Je vais attendre, donc j'ai attendu. J'ai attendu. Je téléphonais toutes les 5 minutes quand même. Et puis à un moment, j'ai appelé sa police municipale, ne sachant pas s'il travaillait parce que c'était pas toujours d'astreinte. Premier coup de téléphone, personne. Je me suis dit, bonsoir, ils ont mis le répondeur, ils répondent même pas non plus. Je me suis dit, il doit vraiment y avoir un gros pépin dans le coin. Deuxième appel, enfin, je tombe sur la municipale et je leur dis, bonsoir, Edith Maréchal. Je suis surprise, mon mari ne me répond pas. Est-ce qu'il se passe quelque chose sur la commune? Ils m'ont dit non. Je lui ai dit, écoutez, allez voir, passez devant chez moi en voiture. Si vous voyez la voiture de mon mari, frappez, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pas normal. Je dis, par contre, si la voiture est partie, c'est bon, c'est qu'il est sur la route. Je dis, vous me promettez, il n'y a rien? Non, il n'y a rien. Ok, je dis, passez devant chez moi. Au bout d'un quart d'heure, quand même, je me dis, ils ne me répondent pas. Puis à ce moment-là, je vois passer les voitures de police, ici et là, tous les en vitesse. Je les vois se diriger sur Chambourcy, je n'en étais pas loin. Alors, je sais que sur cette nationale, il y a un lieu accidentogène, je crois. Oui, Gênes. Et je sais que souvent, c'est des mortels qu'il y a là. Alors, je me suis dit, j'espère qu'il n'y a pas un accident là-bas. Et puis, en même temps, je fais la relation avec lui. Je dis, bon, il y a peut-être un accident, il est peut-être sur les lieux, il ne peut pas me prévenir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rappelle la police municipale. Je dis, écoutez, c'est bizarre, je vois passer plein de voitures de police. Enfin, ils ne rentrent pas dans Chambourcy, donc c'est pas inquiétant, ça doit être sur la nationale. Puis c'est là qu'ils me disent, alors je lui dis, est-ce que vous êtes passé à la maison? Ils me disent, non, justement, on a une grosse affaire et on n'a pas encore eu le temps d'y aller. Alors qu'apparemment, j'ai su après qu'ils y étaient. Et je lui dis, mais ça ne vous coûte rien de passer 2 secondes devant la maison et de savoir. Ils m'ont dit, oui, on vous tient au courant. Voilà, mais moi, ayant travaillé en salle de commandement, c'est-à-dire au niveau police, tout est recensé au niveau départemental. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle la salle de commandement. Bonsoir, Edith Maréchal. Vous ne me connaissez peut-être pas, j'ai quitté la salle depuis 1 an. Mais il y a de grandes chances que vous savez ce qui se passe sur Chambourcy, parce que j'ai vu passer la voiture de police. Je n'ai pas de nouvelles de mon mari. La police municipale m'a dit qu'il y avait un gros problème.
Puis c'est là que j'entends une collègue qui me dit « Ah, Edith ». Alors là, évidemment, je dis oui. Je lui dis « Il y a un accident ». Elle me dit « Je te passe Denis », un de mes collègues, et Denis me dit « Quitte pas Edith, je te passe le chef de car ». Bon, le chef de car, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a un gros problème. Je me sens tout de suite concernée. Je lui dis, dites-moi vite où a eu lieu l'accident, dites-moi vite où a eu lieu l'accident, je vais aller sur les lieux de l'accident, je vais dire les cachets qu'il prend, je vais aviser les pompiers, je vais dire tout. Pour moi, c'était lui qui était impliqué dans l'accident, quoi, voilà. Donc, eux, bien sûr, essayaient de me calmer au téléphone. Je disais, non, donnez-moi l'adresse, dites-moi où, dites-moi où, dites-moi où. De toute façon, je me dirige sur la nationale, parce que là, je commençais à rentrer dans le village. Donc, je fais demi-tour pour aller sur les lieux de l'accident, l'endroit que je connaissais bien. Puis là, à ce moment-là, une voiture de police est arrivée. On m'a emmenée, on m'a prise, on m'a mise dans la voiture. Je dis, mais non. Je dis, allez vite, on file sur l'accident. Et puis, je voyais bien que personne ne parlait, que c'était silence de mort, c'est qu'à de le dire. En plus de ça, je trouvais bizarre, je leur disais, mais on ne prend pas la bonne direction, c'est pas la bonne direction. Il faut aller par là, allez vite, vite. En fait, ils allaient vers chez vous? Voilà. Et arrivé devant chez moi, bon, les pompiers, les spots, enfin bref, tout le tintamarre. Donc arrivé là, je sors de la voiture pour courir chez moi. Vous avez pensé à quoi là, à ce moment-là? Et je me suis dit, il s'est fait un malaise, il m'a fait un malaise cardiaque, il m'a fait un truc comme ça, quoi. Donc je cours pour rentrer dans la maison. Je vois une fille sapeur-pompier sortir de chez moi, enlever ses gants. Je me dis, elle n'arrive pas à le réanimer, mais moi je vais le réanimer. Puis à ce moment-là, pareil, on m'a saisie, on m'a mise dans un fourgon, pompier, je pense. Et puis là, je hurlais dans le fourgon, je lui disais, reviens. Je lui criais, je disais, écoute, je vais te parler, je vais te parler de tes petites filles, je disais, laissez-moi y aller, je sais à quelle oreille il faut lui parler, parce qu'il avait un problème d'audition. Je lui ai dit, laissez-moi, je vais y aller, je vais le réanimer, je lui parlais de sa vie, je lui parlais de notre vie. Et puis à ce moment-là, tout le monde me regardait, mais je disais, mais oui, je lui dis, laissez-moi, moi je sais ce qu'il faut faire. Et puis le médecin, je pense, qui m'a dit, mais madame, c'est beaucoup plus grave. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous appelez grave? Un malaise? Je lui dis, il va revenir, vous inquiétez pas, je sais. Je lui dis, et puis je criais, allez papy, sors de là, reviens. Et puis le médecin qui me regardait me disait, c'est beaucoup plus grave, mais sans me dire. Et moi j'étais sur le malaise, quoi. Puis au bout d'un moment, il m'a dit, madame, votre mari a été agressé, il a eu un coup de couteau, il faut prévenez quelqu'un de votre famille, prévenez quelqu'un, vous ne pouvez pas rester tout seul. Je lui dis, mais attendez, une agression, un coup de couteau, c'est quoi? Je lui dis, allez, il faut y aller, donnez-le-moi, je vais y aller moi. Puis évidemment, je sais pas, ils ont dû me donner des calmants, j'en sais rien. Parce que tout ça, je vous rapporte parce qu'on me l'a rapporté. Hein. Moi, c'était le trou noir. Et, vous avez eu un trou noir? Oui. Ah oui, non, mais de tout ça, je m'en souviens pas. Ouais, c'est une réaction normale. En fait, le cerveau, c'est une réaction physiologique du cerveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un tel stress, l'état de choc, en fait, provoque un tel stress que le cerveau, c'est comme s'il y a un système à l'intérieur qui va permettre de déconnecter, parce que sinon, c'est le système grille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas subir une telle douleur, un tel choc, un tel traumatisme. Donc, c'est un mécanisme du cerveau qui fait qu'on se déconnecte. Alors après, évidemment, on me demande de prévenir mes enfants, mais je dis, mais attendez, qu'est-ce que je vais prévenir mes enfants pour une agression? Je dis, il va s'en remettre, vous inquiétez pas, je le connais, il est costaud. Mais c'est-à-dire qu'on ne vous a toujours pas dit la vérité à ce moment-là? Non, j'avais qu'un seul coup de couteau. Mais on vous a dit qu'il était décédé? Non. Non. Et puis, il fallait que je prévienne mes enfants, mais je me dis, mes enfants habitent la région parisienne, au risque de se tuer sur la route. Ma meilleure amie, Véronique, pareil, habite Rouen. Je lui dis, mais je ne vais pas l'aviser en pleine nuit. Je lui dis, qu'est-ce que je vais aviser du monde. Je lui dis, mais non, je vais me débrouiller toute seule, laisser. Puis je ne sais pas, à un moment a fait que quelqu'un a pris mon téléphone. Ou alors j'ai dit, tenez, appelez le restaurant où travaille mon fils. Et après, je me suis dit, mais non, il va avoir mon numéro de téléphone, il va se douter que c'est moi. Alors j'ai essayé de trouver une parade pour ne pas l'alarmer. J'ai essayé d'appeler les copains de mes fils qui étaient tous pas là ce soir-là, malheureusement. J'ai appelé Bertrand pour qu'il essaye d'appeler un autre de mes fils en le rassurant, mais
Non, jamais j'ai dit qu'il était mort. Il y a un moment, je sais que une de mes belles-filles m'a appelée en me disant « Edith, qu'est-ce qui se passe avec Christian ?» Je lui dis « Écoute, il a eu un malaise, il faut que vous veniez, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Il a eu un malaise. » Elle dit « Oui, Bertrand nous a prévenus, vous avez laissé un message sur son téléphone. On arrive. » Oui, mais je dis « Ne vous précipitez pas, n'allez pas vous tuer, ça sert à rien. » Je lui dis « Vous venez tranquillement. » Je dis « Il a fait un malaise, mais je ne sais pas ce qu'il y a eu. » Voilà. Et Cédric, vous viviez à quelques kilomètres de chez vos parents. Oui. Qui vous a prévenu? En fait, personne. C'est la police qui est venue. Qui est arrivée à 23h30. Je rentrais de dîner. Et la porte sonne. Je n'attendais pas une visite particulière. Et là, un fonctionnaire de police s'est présenté en me demandant gentiment s'il pouvait rentrer chez moi. Et je dis oui, il y a un problème. Il dit non, on doit vous avouer quelque chose, enfin vous dire quelque chose. Je dis qu'est-ce qui se passe? Votre père a été agressé. Et je dis pardon, mon père s'est fait agresser. Oui, il s'est fait agresser. Je fais mais qu'est-ce qui se passe? Et oui, il s'est fait agresser, mais c'est grave. Et là, le fonctionnaire dit non, mais s'il vous plaît, rentrez, asseyez-vous. Je fais non, j'ai pas envie de m'asseoir, dites-moi ce qui se passe. Et là, dit votre père s'est fait agresser, il est mort. Et il faut venir chez vous. Faut aller chez vos parents. Et le temps de prendre une veste, la police nous a escortés jusqu'à Chambourcy. Et là, Donc, en fait, vous avez su la vérité avant votre mère? Oui. Qu'il était mort, oui. J'ai appris que le lendemain, en fait, qu'il avait été assassiné. Alors, donc vous en êtes resté au malaise ou à l'agression avec, vous hésitiez après, entre les deux, d'après ce que je comprends. Et donc, vous avez dû vous rendre au commissariat avant de connaître vraiment la vérité? C'est pas que j'ai dû m'y rendre, c'est qu'ils sont venus me chercher le camion de pompiers en me disant « Madame, on doit vous auditionner. » Mais à quel moment vous avez su vraiment la vérité? Au moment de l'audition. Voilà. C'est là qu'ils vous ont dit? On m'a dit vous savez, votre mari a été agressé de 18 coups de couteau. Je ne savais toujours pas qu'il était mort. Hein. Et puis alors là, c'est bizarre parce que, vous voyez, je le vivais. J'ai répondu à toutes leurs questions, mais c'était pas moi. J'étais pas concernée, c'était pas moi. J'étais témoin de la scène, en somme. Mais c'est ça. C'était pas du tout. C'est le clivage. Oui. C'est l'étape du déni, le cerveau clive pour éviter d'être submergé par la douleur. Il y a une partie qui sait, mais qui est de côté, et puis l'autre partie qui fait qu'on fonctionne, qui fait qu'on se soucie de l'entourage pour surtout qu'il ne leur arrive rien et qu'on va porter son inquiétude sur autre chose. Oui, et puis même le matin, après 5h du matin, je suis rentrée, enfin pas chez moi, puisque ma maison a été fermée pendant 1 an. Donc vous vous retrouvez à la rue, sans vêtements, sans rien, mais en même temps, j'ai jamais percuté, quoi. Le lendemain matin... Juste, on va s'arrêter un peu sur l'audition. C'est normal qu'elle ait été auditionnée? C'est une procédure normale? Oui, c'est une procédure, et d'ailleurs Edith le sait, puisqu'elle est de la maison, si je puis dire. Elle l'était. Tout de suite, à chaud, on prend les dépositions des proches, surtout quand les conditions de l'agression ou du décès peuvent laisser à penser qu'il faut immédiatement avoir posé des questions aux gens qui sont les plus proches. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je les connais un peu, et c'est pour ça que, en fait, on comprend mieux pourquoi. Il n'y a pas de trace d'effraction, il n'y a pas de trace de lutte. Enfin, ça, on y reviendra parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Puisqu'il y a quand même une trace sur un des bras. Mais évidemment, qu'est-ce que vous aviez prévu ce soir-là? Pourquoi il était là? Pourquoi il n'était pas avec vous? Qu'est-ce que vous faisiez? Enfin, tout ça, c'est pour essayer de retracer. Il ne s'agit pas de dire que, évidemment, c'est l'épouse qui est le suspect numéro 1 et donc on l'interroge. C'est pas ça. C'est la plus proche personne de celle qui est décédée, qui, elle, par définition, ne peut plus rien nous dire sur ce qu'elle a fait quelques heures ou quelques minutes avant. Il faut donc qu'on prenne auprès de celle qui était la plus proche le maximum d'éléments de renseignement. Imaginez qu'il ait dit à Edith, je vais chercher un paquet de cigarettes et je reviens. Des choses qui auraient été cruciales pour démarrer l'enquête immédiatement, pour savoir exactement où il avait été. Et malheureusement, ça se heurte à la souffrance et parfois même à cette espèce d'incrédulité que l'on trouve chez les familles des gens qui subissent un tel drame d'un coup, un tel choc, c'est qu'ils sont un peu comme s'ils étaient, vous savez, comme des victimes
dont moi je m'occupe, des victimes par exemple de viol ou des choses comme ça, ils vous disent mais j'avais l'impression d'être au-dessus de la scène. J'ai l'impression de voir ça de loin. Et c'est un peu, je pense, le sentiment qui avait dû être celui d'Edith à ce moment-là, parce qu'elle ne peut pas à la fois se sentir concernée et répondre et s'occuper de la sécurité de ses enfants. Donc effectivement, le clivage fait qu'on occulte que nous sommes directement concernés pour essayer de pallier l'essentiel à ce moment-là. Alors pourquoi vous dites que vous vous êtes retrouvés à la rue, en dehors de chez vous Parce qu'à la suite de ça, des scellés sur la maison, interdit d'y entrer. Une scène de crime. Une scène de crime, voilà. Et puis, le pire, c'est quand vous êtes dans le côté police et puis que vous le vivez, quoi. Vous dites c'est inimaginable. C'est encore pire. Et franchement, je me suis toujours vue en tant que témoin là-dedans. Jamais. Vous êtes resté combien de temps, en fait, dans le déni ? Je crois que même l'après-midi, quand on était chez les pompes funèbres le vendredi après-midi, c'est mes fils qui m'ont emmené, qui ont décidé de tout, parce que je disais, mais pourquoi on choisit un cercueil, pourquoi on fait ça? Franchement, je n'en voyais pas la nécessité, quoi. Et puis... Vous vous rendiez compte, Cédric, qu'elle était dans le déni? Non. Enfin... C'est compliqué, tout va très vite dans ces moments-là, donc on ne fait pas forcément attention, même si on devient tous très solidaires, encore plus proches. Et on ne fait pas attention à des choses qui ne sont pas normales au final. Parce que rien n'est normal à ce moment-là, donc on ne fait pas très attention. Il devait y avoir pour vous un élément supplémentaire, c'est que c'est votre travail. C'est que ces conditions-là, c'est les conditions d'exercice du travail. Et d'un coup, on se retrouve à travailler quelque part pour soi-même. Il y a quelque chose qui a du mal à se connecter à ce moment-là, vous comprenez? Ça a dû encore rajouter à l'étrangeté de la situation où vous viviez à ce moment-là. Parce que tout ça, c'est des choses que vous connaissez par cœur, mais qui sont toujours appliquées à l'extérieur de vous et de votre famille. Alors j'imagine qu'en plus, vos proches devaient vous appeler pour prendre des nouvelles. Écoutez, le matin, après l'audition, je suis rentrée chez mes enfants, étant donné que j'avais que ça comme toi. Et je me souviens du bandeau LCI, un chef de police municipale, ça je m'en souviens bien. Après, et je disais à mes enfants, je lui dis, voilà, pourquoi papa il répond pas, pourquoi? Mais j'ai dit, ça peut être qui à Chambourcy qui a été tué? À part un tel, je vois pas, voilà. Et puis après, j'ai des amis qui sont venus me voir, pareil, j'étais dans le déni total. Véronique, qui sera présente tout à l'heure, vous dira, c'est elle qui m'a rapporté après. Elle me dit, tu me disais, tu vas voir, Christian il va arriver, il va tout nous dire, il va nous dire ce qui s'est passé et tout. Et comment... Et elle se disait, mais comment on va la sortir de là, quoi? Alors, on va leur demander justement, parce qu'ils sont avec nous, Véronique et Noël, que vous connaissez depuis 30 ans et qui vont nous rejoindre. Bonjour. Évidemment très douloureux d'évoquer ces moments avec vous aussi. Comment vous avez eu connaissance, vous, de l'agression de Christian? On a eu un coup de fil le matin. C'est un des fils d'Edith et Christian qui nous ont appelés et qui nous a dit qu'il était arrivé un malheur. Donc moi, immédiatement, j'ai parlé d'accident parce que c'était ce qu'il y avait de plus plausible. Qu'Edith et Christian aient eu un accident. Et là, il m'a répondu, non, papa est mort, il a été assassiné. C'est impensable. C'est horrible. On ne sait pas quoi dire. Et j'en ai parlé à mon mari, et puis nos filles étaient là, tout le monde était bouleversé. Le soir même, vous êtes allés tous les deux rendre visite à Edith. Vous êtes allés la voir chez son fils. Est-ce qu'elle était... Enfin, vous l'avez trouvée comment? Est-ce que vous avez pris conscience de son déni? Oui, elle n'arrêtait pas. Elle était assise et elle disait, mais on va savoir. Hein, parce que Christian, quand il va rentrer, il va me dire... D'abord, il va me dire ce qui s'est passé. On a l'impression qu'on était spectateurs. Tellement c'est horrible.
Et vous n'osiez rien ajouter, j'imagine? Vous Non, n'osiez quoi dire? pas... On était là pour Edith et les enfants, sans trop savoir qu'est-ce qu'il fallait dire. Juste être là. Mais immédiatement, dans la journée, on n'arrêtait pas de téléphoner pour avoir des nouvelles, téléphoner à la police municipale, tout était bouclé. C'était le... Tout le monde essayait de pas les embêter, de pas les importuner. C'est pour ça que mon mari m'a téléphoné, il m'a dit bon, à 17h je passe te prendre et on va voir Edith. Edith, à quel moment vous avez pris conscience que Christian n'avait pas survécu à ses blessures? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Même l'enterrement, je trouvais long. Je sais pas. C'était. Qu'est-ce qui s'est passé je pendant sais pas. toutes ces nuits avant l'enterrement, par exemple? Vous étiez dans quel état? Vous pensiez à quoi? Je réfléchissais à l'enquête. Je vous jure, je pensais à l'enquête. Je me disais, c'est pas possible. Ça peut pas être moi. C'est pas. Même le samedi, j'ai pu aller le voir parce qu'il est revenu d'autopsie. Même là. Vous êtes allé le voir au funérarium? Au funérarium, mais même là, je me souviens. Évidemment, j'ai assisté à des autopsies. Alors, et je me souviens. Je lui touchais la tête. Je me souviens, je dis franchement, ils exagèrent. Ils n'ont même pas mis la tête convenablement. Ils n'ont pas replacé les os convenablement. Et puis, c'était lui, mais c'était pas lui. Et puis, son visage, c'était pas lui. J'ai jamais vu aussi méchant que le jour de sa mort, finalement. C'est quoi? Il avait une expression? Un rictus, ouais. Et vraiment, c'était pas lui. Un rictus de quoi? Je veux pas dire de haine, mais d'effroi. De haine, ouais. Comme de colère. De colère. J'ai déjà vu en colère, mais alors de cette façon-là, de toute façon, c'est l'image qui me reste. Et vous l'avez vu, vous, Véronique, aussi? Oui. Vous avez observé aussi ce rictus? J'avais l'impression qu'il était étonné. C'était pas Christian. De l'effroi, peut-être? Certains morts portent sur leur visage les stigmates des derniers instants de leur mort. Parfois, on observe sur certains morts un rictus de souffrance. Là, vous avez identifié de la colère. Donc, c'est pas du tout un fantasme. C'est effectivement, il y a des stigmates sur certains visages qui gardent une dernière émotion et qui peut être, je vous dis, celle de la souffrance ou de la colère ou de l'effroi aussi. Il faut dire qu'il y a de quoi éprouver de l'effroi, puisque Christian est mort après avoir reçu 18 coups de couteau. Ça paraît quand même inimaginable. Donc, naturellement, la police a ouvert une enquête pour retrouver le meurtrier. Et j'ai bien peur que vous ayez, vous aussi, été soupçonné. Oui, je pense que... de toute façon, c'est ça les enquêtes de police. Au départ, c'est l'épouse, la famille, et puis voilà. on fait des cercles comme un plus grands. Voilà. Si je puis dire. C'est des cercles concentriques. D'abord au plus près, puis après on écarte, puis on écarte de plus en plus. Donc voilà. La première personne à qui soupçonner, je pense que le terme est un peu fort, mais en tout cas à qui on est contraint de poser des questions très précises, c'est effectivement... Surtout il y a un caractère aussi sur la nature des faits. On est face à une agression d'une violence inouïe. Et vous savez, les policiers, les criminologues, on fonctionne un peu avec des statistiques et on se dit, dans ce cas de figure-là, très fréquemment, c'est soit l'entourage, soit passionnel, soit un déséquilibré, parce que c'est aussi une possibilité, et j'en ai eu. Et ça, c'est affreux, parce que c'est quelqu'un qui peut traverser comme ça une région et semer 2 ou 3 morts sans que personne ne le connaisse dans le coin, et on le retrouvera un peu plus tard ailleurs. Donc effectivement, la nature même des faits obligeait, contraignait les collègues d'Edith à lui poser des questions en premier.
J'imagine que c'est... Enfin, j'imagine... Non, je ne peux pas imaginer, parce que c'est un état... Donc vous êtes à la fois dans le déni, vous allez comprendre que votre mari est décédé, et en plus vous devez répondre à une enquête, ça fait beaucoup à la fois, quoi. Comment on parvient à répondre aux questions qu'on vous pose dans ces moments-là? Parce qu'il y a eu tout de suite l'audition juste après, mais après il a fallu que vous... J'imagine qu'on vous a à nouveau auditionné. Oui, mais je vous dis... Toujours comme si j'étais le témoin dans cette histoire. Toujours à ce moment-là. Oui, toujours. Donc même après l'enterrement. Oui, même après l'enterrement, j'ai encore été auditionnée. Mais je répondais, je disais, écoutez, je peux rien vous dire de plus. Tout ce que je sais, je vous le dis. Dites-moi ce que je dois dire dans ces cas-là. Mais vous ne pouvez pas inventer des choses qui n'étaient pas. Sauf que vous avez eu rapidement l'instinct de vous dire que Christian devait connaître son agresseur. Oui. Qu'est-ce qui vous laissait penser ça? Mais déjà, il a ouvert la porte. Ensuite, après, quand on m'a dit que le premier coup de couteau était dans le dos, ça veut dire si je me retourne, c'est que je connais, je fais rentrer, voilà quoi. Pour moi, il connaissait. De toute façon, il n'ouvrait jamais à personne. Et même avant d'ouvrir, il regardait par la fenêtre de la cuisine s'il connaissait, si la voiture il connaissait ou pas. Ou alors quelqu'un l'a interpellé derrière la porte en lui disant chef ou Christian, je viens de la part de un tel, voilà quoi. Mais non, il était très prudent, plus prudent que moi. Mais donc selon vous, il le connaissait. Lorsqu'ils sont entrés dans la maison, les secouristes, ils ont découvert quelle scène? Écoutez, ça c'est pareil, c'est le voisin qui m'a expliqué. Mon mari était recroquevillé derrière la porte d'entrée et les pompiers ont dû le porter jusque dans la salle pour pouvoir lui prodiguer les premiers soins. Est-ce que quand ils l'ont trouvé, il n'était pas encore décédé? Je pense pas, je crois que... Ou alors c'était tout récent. Ça, il n'était pas. Je pense pas. C'est ce qui explique, d'ailleurs, si vous voulez... quand on arrive sur une scène comme celle-là, il y a évidemment la première question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire pour tenter de sauver la personne? Si c'est le cas, tout ce qui est en termes de traces, tout ce qui concerne une enquête n'a aucune importance. Non. On peut trimballer quelqu'un, on peut tout envoyer promener parce que l'important c'est la vie, essayer de la récupérer. Et compte tenu de ce que j'ai compris de votre affaire, je pense qu'effectivement il y a eu une tentative de réanimation importante sur la personne de Christian. Oui. Il était conscient? Non, ça, je suis incapable de le dire. Vous savez, le problème, c'est l'arrêt cardio-respiratoire entraîne une tentative de réanimation. Et quand on est en arrêt cardio-respiratoire, il n'y a plus de conscience. Mais il y a des gens qui arrivent à s'en sortir et à revenir par rapport à ça. Donc je pense que ça n'a pas dû faciliter cette intervention-là. Évidemment, pas dû faciliter ensuite ce qui était essentiel dans une affaire comme celle-là, c'est-à-dire la prise d'indices, d'empreintes, de traces, qui ont été évidemment massacrées, si j'ose m'exprimer ainsi, par l'arrivée des secours et les transports des uns et des autres. Alors, parmi les indices, Cédric, il y avait une lettre à côté du corps de votre père. Que disait-elle, cette lettre? C'était une lettre qui parlait d'Al-Qaïda, de vengeance d'Al-Qaïda. Mais personne n'y a apporté un grand intérêt, quoi. Ils ont tout de suite examiné, ils ont bien vu que c'était un leurre. C'était pas signé, des experts ont regardé, c'était pas signé via un acte terroriste. Enfin, Donc ils ont penché plutôt pour quelle hypothèse? Pour une hypothèse, un assassinat, ils savent même pas. Mais vraiment, ils savent même pas. Un meurtre prémédité quand même? Oui, ça pour le coup prémédité, parce que c'est plié en quatre, c'est glissé sous la tête de mon père. Donc c'est un assassinat, c'est oui, ça je ne savais pas ça. Si, plié en quatre. Donc en fait, quand on déplace le corps, on trouve, on trouve la lettre. Donc ça veut dire que nécessairement, c'est postérieurement à la chute du corps, donc il y a de fortes chances pour que ce soit l'auteur ou quelqu'un qui l'accompagnait qui ait placé ça. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un acte revendicatif ou est-ce que c'est pour brouiller des pistes? Alors, on dira brouiller les pistes. Parce que effectivement, on peut imaginer qu'en mettant ça, on risque de disperser les enquêtes et les enquêteurs sur une toute autre piste. Et par voie de conséquence, si on n'est ni d'Afghanistan ni d'Al-Qaïda,
et qu'on est l'auteur des faits, bah, ça éloigne les enquêteurs de vous-même. Est-ce qu'il avait déjà reçu des lettres, des Faut menaces? dire, l'Afghanistan, c'était loin de Très chez nous. honnêtement, je veux dire, le chef de police municipal à Chambourcy, l'impact est assez faible. À Donc, l'époque, on ne voit pas c'était bien le rapport, quoi, à part le côté symbolique qu'il pouvait représenter. Je ne savais même pas que les Français étaient en Afghanistan à cette époque. pour Ouais, vous c'était dire. il y a 9 ans, on en parlait moins qu'aujourd'hui. ouais, aussi. c'est moins qu'aujourd'hui. oui, hein. ça n'a rien à voir avec la situation qu'on vit aujourd'hui. Moi, quand on m'a posé la question, j'ai dit attendez, je ne savais même pas. Alors je me suis dit c'est ou quelqu'un qui est dans l'armée qui sait, quelqu'un qui suit de très près l'actualité. Ouais, je lui ai dit franchement, non, c'était pour brouiller. De toute façon, il y a eu une dizaine de pistes de données, hein, sans aboutir à rien, quoi. Véronique, j'ai cru comprendre que pour faire avancer l'enquête, vous aviez fourni une information capitale aux enquêteurs Que j'avais tué pendant de longs mois. que vous aviez tué. Oui. Quelle est-elle, cette information? Un mois avant son décès, Christian et Edith étaient venus nous voir à la maison. Et j'étais dans la cuisine. Christian est venu. Il était très bien. Et avec un joli sourire, il m'a dit « J'ai rencontré quelqu'un ». Alors là, ça m'a assis. J'ai rencontré quelqu'un, une femme. Oui. Enfin, je suppose, oui. Oui, parce que c'était obligatoire. Mais Enfin, je veux dire, une rencontre amoureuse. oui, ça se voyait à ses yeux. Et puis, il me l'a dit doucement. Et puis, ses yeux pétillaient. Et alors là, je regrette maintenant, mais je n'ai pas posé de questions. J'ai pas posé de questions parce que je voulais pas savoir. Oui. Pour Edith. Ouais. Et puis, pour les enfants, je voulais pas savoir. Et Vous lui en avez voulu de vous avoir fait cette confidence à vous, un peu. l'ami du couple? Mm. Vous devez Mais- avoir mais- besoin d'en parler? Peut-être que s'il me l'a dit, c'est qu'il savait très bien que je dirais rien. Ou au contraire, c'était peut-être un moyen de, comme il vous s'est proche du couple? Ah non, 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 il savait que je dirais rien, Edith. Non. Un commentaire de C'est sûr Frédéric? que ça nous a mis dans une position intenable. Oui, parce que il a eu une mort tellement terrible et horrible que je voulais pas en rajouter. Ce qui fait que j'ai rien dit aux enquêteurs. Vous l'avez révélé, cette information, combien de temps après? Au moins 1 an et demi après, si c'est pas plus, Vous vouliez pas rajouter de la douleur à la douleur. à la douleur? Ça vous a semblé plausible, Edith, cette thèse? Ben, je me dis déjà que Christian parlait avec Véronique, oui, parce on était très proches et on se confiait pas mal, aussi bien lui à Véro que Noël à Christian à Noël. Non, on était très proches. Je me suis dit pourquoi pas. Alors bon, il y a eu des, comment on dit ça, pas des explications, mais des précisions justement sur cette rencontre. Bon, puis après, moi je Des me dis- précisions, c'est-à-dire vous avez su de qui il s'agissait? Non, non, on ne sait toujours pas. On a cherché partout, on ne la trouve pas. On voudrait bien la J'ai trouver. même pas demandé son prénom. Rien. Tellement je m'attendais à tout sauf à ça. Mais quand il vous l'a confié, il avait des projets avec elle? Je sais pas. Vous Je n'avez sais rien pas. voulu savoir. Est-ce que vous en avez voulu à votre amie Non. qu'elle ne Non. vous le dise pas plus tôt? Non, non. Alors Est-ce là, que vous aviez observé des Non, mais changements dans le comportement du de votre tout. mari? C'est pour ça, du tout. Et on a cherché partout, dans ses téléphones, dans ses agendas. Il a été des semaines toute seule, il a été tout seul. Il a été. Il y avait des périodes de sa vie où, si vraiment. Moi, je ne sais pas si vous avez une maîtresse, si vous avez une copine, ben, vous vous téléphonez systématiquement. Mais là, on n'a rien trouvé, rien. On a tout fouillé, on a tout cherché. C'est on vrai que cherche vous en encore, pensez d'ailleurs. quoi, vous? J'en pense quoi avec le recul,
S'il y avait eu quelqu'un, en effet, forcément, la police a quand même cherché de tous les côtés, épluché tous les coups de téléphone, nos téléphones, nos échos, enfin, ils ont tout épluché. Maintenant, s'il a rencontré quelqu'un, il avait peut-être rencontré 2 heures avant, il y a eu un coup de foudre, il ne savait pas l'exprimer autrement. Voilà, enfin, je sais pas. Mais à aucun moment, c'est ressorti. S'il y avait cette personne... Ouais. C'était combien de temps avant les faits? 1 mois. 1 mois. 1 mois. Mais c'était peut-être quelque chose de récent, de nouveau. Un homme, quand il a cet éclat dans les yeux, c'est récent. Ah bon? Oui. Regarde-moi bien. Oui, C'est pas très les yeux d'un réjouissant, homme ce que vous dites. pétillent. Ça peut pétiller longtemps. C'est vrai. Enfin, moi, j'ai pensé que c'était récent. Après coup, sous le coup, je m'attendais à tout sauf à ce qu'ils me disent ça. C'était même peut-être pas... Enfin, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un sans que la relation soit établie. Oui, On ne sait tout à pas, fait. on ne sait rien. Pour ça, si cette dame pouvait se manifester, elle y est peut-être pour rien dans cette affaire, mais qu'elle se manifeste. On peut au moins fermer une porte aussi de ce côté-là. Voilà. Exactement. Eh ben oui. Ouais. C'est un peu le problème que... Ça, si je la supplie aujourd'hui de se manifester, de toute façon, je lui en voudrais pas. J'ai jamais subi, j'ai jamais pâti. Alors, voilà, quoi. Et puis après, comme on m'a dit, tu sais, c'est facile aussi de mettre une nénette dans les pattes d'un mec. Je vous dis tel qu'on m'a dit. Hein, pour obtenir des informations. Alors, je lui dis, oui, mais enfin, je lui dis, mon mari, c'était pas du genre à se confier comme ça à la première venue, quoi. Oui, et puis quel type d'information... Enfin, là, on échafaude des scénarios qui mais ressemblent il y à avait des... vraiment un climat... Dans le cadre d'une affaire professionnelle, une information sur quoi? De tout ce qui se passait sur la commune à cette époque-là, parce que il est Oui, mort. j'ai cru comprendre qu'il y avait une dissension qui était née au sein même de la municipalité. Voilà. Et votre mari s'est un petit peu retrouvé au milieu, en quelque sorte, entre les deux, puisqu'il connaissait les deux. Alors de là, pourquoi c'est si difficile, cette enquête, à résoudre? J'allais dire pour tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire d'abord le fait qu'il n'y ait pas d'a priori j'allais dire, d'une personne en danger particulièrement. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui a été menacé, ce n'est pas quelqu'un qui avait subi un certain nombre de prémices qui pouvaient laisser penser qu'il y avait un risque pour lui. Ensuite, le fait que lorsque les faits se sont tragiquement passés, on a essayé de le ranimer, donc on a totalement rendu impossible tout constat objectif et intéressant pour l'enquête sur place. Ouais. Et aujourd'hui, je peux vous dire que 8 affaires sur 10, lorsqu'elles sont résolues, c'est parce qu'on a pu, sur les lieux, récupérer un certain nombre d'éléments, d'indices, de traces, qui ensuite sont évidemment fondamentales pour la poursuite de l'enquête. Et puis ensuite, c'est difficile parce que cet homme a un profil et un parcours qui ne le fait pas rentrer dans la catégorie des victimes potentielles de ce genre d'acte. C'est ça qui rend les choses très compliquées. Et puis, c'est pas du tout pour vous culpabiliser, mais comme on n'est pas dans un milieu où on a le réflexe de se dire « Ah là là, il faut que je parle de ça » parce que ça peut être... On avait plutôt le réflexe de gens qui s'aiment et se dire « On ne va pas rajouter du malheur à du malheur ou de la douleur à la douleur ». Alors peut-être que tout ça, mis bout à bout, a rendu les choses compliquées. Mais... on a été, il n'y a pas très longtemps, Sophie, témoin d'une affaire qui, pendant 12 ans, est restée absolument sans réponse, d'un frère qui avait été assassiné. Et 12 ans plus tard, finalement, on a fini par avoir un témoin qui est venu dire quelque chose de fondamental. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la seule chose qu'on peut attendre, finalement, c'est ça. C'est le témoin de quelque chose. Alors, il n'aura pas vu rentrer quelqu'un dans la pièce ou dans la maison, mais il aura peut-être vu quelque chose qui permettra de tirer les chevaux. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que tout n'est pas fermé. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, j'imagine. Oui. Vous espérez que cette médiatisation relance l'affaire et fasse réagir quelqu'un devant sa télé aujourd'hui, là. Moi, ce que je veux, c'est que les gens qui se sont tus à l'époque, qui n'osaient pas parler... qu'elles parlent aujourd'hui, qu'elles appellent la PJ, même si c'est le couvert de l'anonymat, mais qu'elles donnent des informations. Toutes les personnes qui ont pu voir ou entendre quelque chose, qu'elles n'hésitent pas à contacter la PJ. Pareil, à donner, quoi, à avoir des informations. Cette femme qu'on recherche, même si elle existait, qu'elle se manifeste. Je vais pas...
Je lui en voudrais pas, je lui demande simplement de se manifester, qu'on sache. Voilà. Et puis après, je me dis, bon, on ne sait pas aujourd'hui pourquoi il est mort. Bon, est-ce que c'est à cause d'une femme? Est-ce que c'est... Maintenant, nous, ce qu'on veut savoir, c'est la vérité, quoi. On cherche à connaître la vérité. Et vous avez fini par retourner dans votre maison? Ben oui, 1 an après, on m'a rendu la maison. Les enfants ne voulaient pas que j'y aille. Et puis, je suis revenue à la maison, on m'a rendu la maison. Et puis, une fois... Elle était dans quel état, votre maison, quand vous l'avez... Telle qu'ils l'ont fermée, quand mon mari s'est fait assassiner. Ça, c'est abominable. Oui. Pour avoir accompagné des gens qui ont vécu ça, parce que c'est laissé en l'état, quoi. Ouais. Mon mari, et donc, on vous m'avait rentrez dit... plusieurs mois après, voire plusieurs années après, et tout est là. Et ça veut dire que la première chose qu'il faut faire, c'est nettoyer tout ça. C'est sûr, la PJ m'avait dit, on vous mettra une équipe à disposition. Bon, moi, j'ai jamais eu l'équipe. Finalement, l'équipe, c'était Noël, Véronique et mon fils. Benoît, le dernier de mes fils, était monté, mais quand il a vu le carnage, il est redescendu aussi vite, il n'a pas pu rester. En Angleterre, il y a un service spécifique ça serait bien. qui, une fois que l'ensemble des prélèvements policiers ont été faits, nettoie intégralement le lieu avant de le restituer. C'est un peu la moindre des choses, je trouve. C'est dingue. Noël, Véronique et Cédric. Au point que même Cédric, Véronique peut vous dire. Ah. J'avais l'impression que Cédric l'a brossé le carrelage. J'ai toujours eu l'impression qu'il avait son père. C'est l'image qui m'est restée. Je suis un peu demandé à Jean une paire de pompes. Même c'était propre, mais... Faut pas être étonné du sourire de Cédric. Ouais, justement, j'essaie de l'interpréter. Moi, c'est une souvent, c'est un système de défense comme un autre. Voilà. Et il m'est arrivé de défendre des gens dans des positions devant le tribunal où leur seule défense par rapport à des choses qui étaient horribles, c'était d'esquisser un sourire. C'est très compliqué à faire comprendre aux gens qui vous regardent et à ceux qui vous jugent, c'est encore pire. Mais sachez que je comprends parfaitement ce qu'il y a derrière tout ça. Et puis c'est un garçon. Exactement. Et puis il doit être Les fort. garçons ne peuvent pas pleurer. Il Ils n'ont doit pas être le droit fort de pleurer. avec sa maman. Exactement. J'imagine que ce sont vos piliers, vos fils. Ah Vous bah avez oui. besoin d'eux. Les enfants, les belles filles, les petits. Voilà, c'est eux, quoi. Puis je vous dis, je les sens tellement meurtris. Et cette culpabilité que vous devez traîner, vous avez dû vous refaire le scénario combien de fois, la nuit, seule, Tout le en temps. vous disant si je n'étais pas allée à cette réunion, quoi. Voilà. Plus vous avez hésité. Voilà. C'est ce que je dis. Je dis, je ne vais pas dire que c'est un bonheur d'avoir quelqu'un dans ses bras morts, mais au moins essayer de le réconforter, de lui dire que, je sais pas, quand vous avez une personne malade, vous l'accompagnez jusqu'au bout, que là, tout seul. Et puis je me dis peut-être qu'il se disait, mais qu'est-ce qu'elle fout, elle arrive pas ici et là. Pas là pour l'aider, pas là pour le réconforter. Comment on peut s'en sortir de cette culpabilité, Frédéric? C'est Parce que déjà, on comprend bien qu'on n'arrive pas à avancer dans sa tête par rapport à un C'est drame important de pareil. pouvoir en parler avec quelqu'un d'extérieur à la famille. Parce qu'on le voit, c'est normal, on se ménage mutuellement. On a affaire avec chacun avec la souffrance de l'autre. C'est dur de voir souffrir ses enfants, c'est dur de voir souffrir sa mère. Donc c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément partager avec son entourage. On se soutient mutuellement, on est là les uns pour les autres. Mais c'est important de pouvoir en parler avec soit des gens qui vivent le même drame, soit avec un professionnel pour se décharger de cette culpabilité. Parce qu'on ne peut pas, on réécrit l'histoire après, mais on ne peut pas anticiper une telle horreur, c'est impossible. Donc se charger de cette culpabilité, c'est se mettre une souffrance supplémentaire. Donc c'est important de pouvoir décharger ça avec quelqu'un qui peut vous entendre, qui peut vous aider à déposer tous ces sentiments négatifs et votre impuissance aussi de ne pas l'avoir sauvé et de l'avoir laissé seul. On a beaucoup de mal, en fait, dans ce genre de situation, à se dire, voilà, il était seul au moment de sa mort, on n'a pas pu être présent. Vous l'avez jamais fait, de vous faire aider? Si, non, mais je suis suivie par un psy quand même. Sinon... Marc, à partir de quand peut-on parler de prescription? Alors, je serais tenté de répondre très simplement, c'est un crime, donc 10 ans.
Mais la question cruciale, c'est à partir de quand ce délai commence à courir. En fait, il recommence à courir à chaque fois qu'il y a un acte qui est fait, un acte d'enquête. On va rester simple. Là, il y a une instruction, je suppose, qui est en cours. En ce moment, il y a des actes voilà. qui ont Donc, été si vous redemandés. voulez, il suffit que le juge d'instruction fasse un acte pour faire repartir le délai de 10 ans. Je vous donne un exemple. Il y a une affaire qui est très ancienne, qui est connue de tous les Français. C'est l'affaire du petit Grégory, dont on a tous entendu parler. Cette affaire n'est toujours pas prescrite parce que les juges d'instruction prennent soin de faire un acte avant l'expiration du délai de 10 ans pour pouvoir poursuivre les investigations. Et c'est un peu ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pourquoi est-ce qu'on fait ça dans l'affaire du petit Grégory? Parce que les techniques d'enquête évoluent, parce que la science criminelle évolue de manière exponentielle, et que ce qui aujourd'hui ne parle pas peut parler demain ou après-demain. Donc entre ça et peut-être enfin quelqu'un qui viendra dire bah, tiens, à l'époque j'avais pensé que c'était pas important, mais je vais quand même aller leur dire ça. Voilà. Ben, ça peut donner des éléments qui pourront peut-être enfin vous permettre d'avoir des réponses à ces questions que vous vous posez. Ouais, j'imagine que ça doit vous faire peur, évidemment, que l'affaire soit prescrite. Non, j'ai pas peur parce que je sais que, de toute façon, de mon vivant, je ferai tout pour que ça ne soit pas prescrit. Donc, chaque demande d'acte, puis je vous dis, je connais un peu, donc je fournis, hein. Je fournis. Puis je pense que même mes garçons ne laisseront pas leur père comme ça, sans réponse, quoi. La mort de leur père sans réponse. Non, il nous faut une réponse. Alors, si chez vous, vous avez des indices, des idées, des pistes qui pourraient aider Edith et ses proches, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous d'être venus nous voir aujourd'hui. Merci pour ce témoignage. Edith et Cédric, évidemment, nous vous souhaitons de découvrir la vérité concernant la disparition de votre époux et père. Merci à vous tous pour votre fidélité. Merci à Frédéric et Marc Gégère. N'oubliez pas notre rubrique dans version féminin chaque fin de semaine. On se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau numéro de l'Histoire continue avec deux invités, deux artistes que vous connaissez bien, Chantal Goya et Jean-Jacques Debout, qui retraceront avec nous 50 ans de carrière et d'amour. Et vous allez voir qu'ensemble, ils ne sont pas tristes. À tout de suite. Merci. Si je te dis Bécassine, c'est ma... Ah, Chantal Goya. On connaît tous ces chansons interprétées par elle, Chantal Goya, et écrites par lui, Jean-Jacques Debout. Elle a vendu 42 millions d'albums, Chantal. Pour quelqu'un qui ne sait pas chanter, Depuis 50 ans, ils forment un couple emblématique. On est un couple spécial. Hein. Moi, j'en vois qui ont besoin d'être collés, d'être... Oh là là, moi, je peux pas. Ils nous feront partager les anecdotes de leur quotidien. La nuit, il parle, il chante, il écrit. C'est pas possible. Je crois que le mieux, c'est qu'on va faire chambre à part. Je dis, ouf, Ah, bah ça, c'est je vais bon. avoir ma chambre. Un voyage dans le temps empreint de nostalgie, mais qui vous donnera le sourire à coup sûr. C'était un lapin qui... C'était un lapin qui... Alors restez bien avec nous dans l'Histoire continue. Je m'appelle Sylvie, j'ai 60 ans. J'ai 3 enfants, Caroline, Frédéric et Thomas. Mes 2 aînés ont quitté le nid il y a une vingtaine d'années, mais Thomas vit encore avec moi. D'ici quelques mois, Thomas prendra son envol, il va emménager à Paris et je vais me retrouver toute seule. Et je n'imagine pas mon quotidien sans lui. Bientôt, au sommaire de toute une histoire, Pour moi, c'est une déchirure de dire non seulement je pars de la maison, mais en plus je pars loin. Ça me fait peur. Elle a tellement eu des déceptions sentimentales que c'est le dernier homme sur lequel elle peut avoir confiance. Donc, toutes ces angoisses portent un nom, le syndrome du nid vide. Vous en avez déjà entendu parler? Oui, il y a longtemps et avant, ça me faisait rire. Solange et Marie-Josée sont déjà passées par là. Un jour, je me suis dit, mais mince, tu vis toute seule, quoi. C'est difficile, ce passage, de vivre dans une agitation permanente et puis plus rien. Ils étaient l'absolu centre. Je me suis retrouvée toute seule, sans mari, mais sans enfant. Et là, quand on se retrouve toute seule et qu'on n'a jamais vécu seule, on rentre à la maison, on pleure. Mais aujourd'hui, elles se sentent libres et épanouies.
j'ai pris goût au fait de sortir, de m'amuser, puis de faire des choses pour moi. Et alors aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit? Je suis heureuse, je suis amoureuse, bien sûr. Il y a eu un moment de grâce pour moi. Je crois que quand ils sont partis, j'ai aussi ressenti cette liberté-là. Et il y avait tout à coup une place pour mettre de l'émotion dans d'autres choses. Sylvie, vous avez bien fait de venir, parce que vous allez repartir plein d'idées, là. Hein, comment ça va, là? Vous avez quoi dans votre tête? Je suis bien contente que Thomas il va partir. Ah bon, voilà, maintenant elle est contente.